Tranche de vie, une émission proposée par JF. De Tahiti à Nouméa, j'ai promené mon bel amour, et cette île baignée de soleil a fini par prendre mon cœur. Le vert feuillage de la chêne sert d'abri aux fiers cagoux. Cet oiseau gris devenu rare que tu as choisi pour emblème. Nouvelle-Calédonie, bercée par les alizés, tu enchantes le voyageur qui jusqu'à toi est venu. Ton grand lagon garde dans ses eaux tant de merveilles qu'elle fait rire. Les palétuviers du rivage ont l'air de marcher sur les flots. Récemment, le 4 novembre 2018, a eu lieu un référendum dans une grande île du Pacifique Sud qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Un grand territoire puisque c'est un ensemble d'îles, grand territoire insulaire. Un des plus grands territoires insulaires de la France d'outre-mer. Et ce territoire de Nouvelle-Calédonie a été appelé à se prononcer sur son avenir, à savoir s'il voulait se séparer de la France, devenir indépendant ou rester associé à notre pays. Et aujourd'hui, Eric et moi-même, nous allons évoquer nos souvenirs communs de ce territoire magnifique. Eric, est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances tu as séjourné en Nouvelle-Calédonie ? Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Alors, comment je suis parti en Nouvelle-Calédonie ? C'est un petit peu le fruit du hasard parce que il se trouve que mes parents étaient depuis longtemps séparés, ils sont dans l'enseignement, et ils voulaient être ensemble. Et un des deux a lancé, même jusqu'au bout du monde. Il croyait pas si bien dire. Mon père a demandé une mutation. Donc le hasard, parce qu'il y a quelqu'un effectivement qui à ce moment-là avait eu des problèmes sur le territoire qui partait, et on avait besoin de quelqu'un. Et donc voilà, mon père a été muté à Nouméa, et ma mère a suivi quelques mois après, et on est donc parti au mois de février 78. Et on n'avait ni l'un ni l'autre jamais pris l'avion. Et je trouve que c'était assez amusant d'ailleurs. C'était la ligne la plus longue et le pays le plus lointain qui était desservi par... Alors à l'époque, c'était la compagnie UTA. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que donc à ce moment-là, tu étais un adolescent. Oui, j'avais 18 ans, même pas 17 ans et demi. Oui. Et moi, il se trouve que je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie dans les derniers jours de 1978. Donc, on a dû se croiser, on s'est peut-être vu sans se connaître. Et tu as peut-être aussi croisé mon épouse qui est venue me rejoindre aussi quelques mois plus tard, après mon arrivée. Et alors moi, je suis parti là-bas pour travailler. Auprès de ce qu'on appelait à l'époque l'ORSTOM, l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, et qui est devenu l'Institut de recherche du développement. J'avais quitté l'université parce que le travail que j'y faisais de prof des universités ne me plaisait pas. Et donc j'avais demandé à être détaché dans la recherche, et j'avais obtenu cette affectation, mais on m'avait dit on vous prend, mais il faut aller en Nouvelle-Calédonie. On m'a dit pourquoi pas, en Nouvelle-Calédonie. Du moment que ça se trouvait entre 23 degrés 27 minutes nord et 23 degrés 27 minutes sud, c'est-à-dire dans le domaine intertropical qui m'intéressait, j'étais prêt à aller n'importe où, et donc je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, je suis resté presque 14 ans dans le Pacifique Sud. Voilà, donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, on peut peut-être le situer. C'est situé à l'est de l'Australie, à peu près 1500 km, à peu près, et au-dessus de la Nouvelle-Zélande.
à peu près à la même distance aussi. Oui, au nord de la Nouvelle-Zélande, oui. Et donc, ce qui caractérise ce territoire de Nouvelle-Calédonie, c'est la présence d'une grande île, qui fait presque 18 000 km², c'est-à-dire 2 fois la Corse, très allongée, et qui est flanquée d'un archipel d'origine corallienne plutôt, qui est l'archipel des îles Loyauté, qui est composé de 4 îles, 3 îles principales et puis une petite 4e île. Et voilà, donc cette terre, elle est absolument, c'est un véritable paradis scientifique pour 2 raisons. La première, c'est que le milieu terrestre a été isolé du continent australien pendant presque 40 millions d'années. Donc il s'est développé un endémisme extraordinaire. Et puis la deuxième raison, c'est qu'autour de cette île s'est construit un lagon corallien qui est un des plus grands du monde et qui est aussi un paradis pour les naturalistes. Oui, et puis c'est un pays, comme on dit maintenant, qui est très divers, c'est-à-dire que il y a d'un côté les îles qui sont le paysage corallien, le paysage atoll en ce qui concerne l'île d'Ouvéa d'ailleurs, oui, ce sont des atolls soulevés, oui. Et puis la Grande Terre avec d'un côté la côte ouest avec des grandes plaines, des savanes à Niaouli comme on dit, ce sont des arbres qui rappellent les eucalyptus, c'est la même famille d'ailleurs, ils ont un produit à l'intérieur de l'arbre, quand on coupe la feuille, on le sent, ça sent le goménol. Tous les enfants, tous les gens qui sont un peu âgés se souviennent peut-être d'avoir été traités pour leur rhume avec de l'essence de Niaouli, qui a une odeur tout à fait caractéristique. L'huile de goménol, du nom d'ailleurs, d'un endroit qui s'appelle Kaala Gomen. Voilà, Kaala Gomen. Voilà. Et la côte est, donc, qui est beaucoup plus étroite, et bordée de cocotiers, et avec un récif qui est beaucoup plus proche que du côté ouest. Parce que la côte est, comme tu dis, est une côte très, très abrupte, puisque la Grande Terre est parcourue par une chaîne montagneuse du nord au sud, et l'île a un profil dissymétrique, de l'est très, très élevé, abrupt, et puis l'ouest plutôt composé de plaines. Et alors, cette chaîne montagneuse, elle culmine à 1628 mètres au Mont Panier, qui est une montagne qui se trouve dans le nord. Mais tout ça est recouvert en partie de forêts. Alors les grandes plaines de l'ouest, c'est surtout des savanes, mais les montagnes sont couvertes de forêts. Oui, tout à fait. Des grandes forêts et des cols, donc qui permettent de passer. Des cols qui permettent de passer d'un côté à l'autre de l'île. Alors quels sont les souvenirs que tu as de ton arrivée et de ce qui t'a étonné, surpris, en particulier dans cette capitale hypertrophiée qui est devenue Nouméa et qui, à l'époque, était une petite ville provinciale tranquille? Oui, alors effectivement, il y a une première chose qui marque, c'est qu'il y a vraiment, d'un côté Nouméa, certains appellent Nouméa la Blanche d'ailleurs, c'est vrai la ville est blanche. Et puis la Brousse, ce qu'on appelle la Brousse, où il y a pas grand-chose. Moi, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Je pense que maintenant, c'est quand même différent. Il y a quand même plus d'infrastructures. Mais cette dichotomie, quand même, frappe. Et puis aussi, ce qui frappe, c'est cette extraordinaire mosaïque de peuples, parce qu'on parle des Européens et des Mélanésiens, mais il y a aussi des Polynésiens, des Asiatiques, qui sont venus pour des raisons économiques un peu plus tard, des Indiens. C'est un petit peu comme à La Réunion, c'est vraiment un arc-en-ciel de couleurs des hommes. Oui, à cette différence près qui est essentielle, comme tu viens de l'évoquer, qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie, contrairement à La Réunion, une population autochtone, les Mélanésiens, qui représentent à l'heure actuelle quand même presque 40% de la population, et qui ont une très forte individualité, qui ont une culture, qui ont de multiples langues et qui font partie d'une partie intégrante de ce peuplement océanien qui est tout à fait intéressant puisqu'il s'est fait progressivement de l'est vers l'ouest en se terminant par les migrations polynésiennes qui sont arrivées jusqu'à l'île de Pâques. Jusqu'à l'île de Pâques, oui. Et les Mélanésiens, ce sont des gens qui sont installés dans la région et qui sont des gens qui sont du même origine que les habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et peut-être les aborigènes australiens.
Oui, ils descendent de Donc voilà, des milliers d'années que ces gens sont là, qui mangent des coquillages, qui vont à la pêche, puisque cette grande terre, elle a pour caractéristique d'avoir pratiquement aucun gibier, sinon celui qui a été introduit, aucun gibier terrestre, mais la mer offre toutes sortes de ressources autour. Et les Mélanésiens, ils sont porteurs aussi des traditions horticoles du monde mélanésien, qui se sont développées beaucoup en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon, au Vanuatu, et donc sont des cultivateurs émérites de plantes comme l'inam, comme le taro. Ah oui, c'est même plus que des cultivateurs, ils sont vraiment en fusion des jardiniers, avec la terre. Vraiment en fusion avec la terre de leur naissance jusqu'à la mort, quoi. C'est vraiment une culture, c'est très différente de la nôtre. Donc finalement, le contact entre les deux cultures a dû être quelque chose de très dur, parce que c'est vraiment l'antithèse, quoi, si on peut dire. Alors pour situer cette population mélanésienne dans cette population générale de la Nouvelle-Calédonie, très variée comme tu l'as dit, on est obligé de faire un petit peu d'histoire. Oui. Et est-ce que tu peux retracer un peu l'évolution de l'histoire de ce territoire depuis qu'il a été nommé Nouvelle-Calédonie par le grand navigateur anglais Cook, lorsqu'il l'a découvert de loin et qu'il lui a semblé que ça ressemblait un petit peu à l'Écosse. À l'Écosse, tout à fait, oui. Et voilà, donc il a décidé d'appeler ce territoire Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, on était à la fin du XVIIIe siècle. La prise de possession... Alors, c'est une histoire qui est très riche, très complexe, donc... on est obligé de résumer, de donner des grandes lignes, mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il y a eu une vague de ce qu'on pourrait appeler des évangélistes. Donc, avec les Anglais, c'était des protestants. Donc, ce sont les missionnaires qui sont arrivés, les premiers blancs qui sont arrivés. Alors, il y en a quelques-uns qui se sont fait manger. Oui. Oui, comme il n'y avait pas de gibier, c'est vrai qu'il y avait de l'anthropophagie et que certains se sont fait manger, tout à fait. Donc, ceux qui étaient proches des Anglais étaient protestants. Et puis, ceux qui étaient proches des Français, les maristes, étaient catholiques. Donc d'abord, ça a été une guerre entre les missionnaires, qui chacun voulait évangéliser la Nouvelle-Calédonie. Donc il reste quelque chose encore il y a des protestants. La rivalité qui est entre catholiques tout à fait. et protestants. Oui. Et puis... c'est en 1853, je crois, que la Nouvelle-Calédonie est devenue française. Il y avait une rivalité, parce que les Anglais étaient en Australie, ils étaient en Nouvelle-Zélande, donc il y avait quand même une rivalité. La France voulait s'implanter. Et donc, en 1853, c'est donc le contre-amiral Février Despointes qui prend au nom de la France possession de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, dans l'histoire, c'est lui, parce qu'en fait, il était malade dans sa cabine, et c'est son second qui a... Mais bon, l'histoire retient Février Despointes. Il y a toujours les noms des chefs qui restent, pas des sous-chefs. Mais bon, et donc la Nouvelle-Calédonie devient française, donc en 1853. L'accord est signé à Balade, c'est au nord de la côte Est. Et donc, à ce moment-là, la France entreprend de coloniser la Nouvelle-Calédonie. D'abord, on est au Second Empire, donc Napoléon III décide de faire un pénitencier, un bagne. C'était une des aventures extérieures du Second Empire. Voilà, comme il y a en Guyane d'ailleurs. Voilà, et donc Napoléon III décide d'installer un pénitencier, c'est-à-dire un bagne. Voilà. Et donc ça commence par la transportation, et donc il y a donc des prisonniers qui arrivent, des droits communs, et puis il y a les déportés de la Commune de Paris, avec parmi eux Louise Michel, qui sont notamment déportés. Alors, les uns sont sur l'île Nouméa, ils ont contribué d'ailleurs à construire Nouméa. À l'île des Pins aussi. Et certains, dont Louise Michel, sont à l'île des Pins. C'est une petite île qui fait partie de la Grande Terre, mais qui est un petit peu détachée, qui se trouve tout à fait au sud-est de la Grande Terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce lieu de relégation, il a été d'abord utilisé pour des bagnards, pour des gens, des condamnés de droit commun, comme tu le disais.
quelquefois qui étaient envoyés là-bas pour des fautes qui n'étaient quand même pas absolument tragiques, mais pour de très nombreuses années. Exactement à l'exemple de ce qui s'était passé pour la colonisation de l'Australie par les Britanniques. Et puis après, c'est devenu, comme tu l'as dit, un lieu de relégation pour les adversaires du régime napoléonien, mais aussi pour des gens de population dont les pays étaient colonisés et qui se rebellaient contre ces entreprises coloniales. Et ça a été le cas en particulier des Kabyles et des Algériens qui ont été envoyés là-bas à la suite de révoltes. Et donc, parallèlement, la Nouvelle-Calédonie a été, comme l'Algérie d'ailleurs, ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Donc, on a envoyé des gens de métropole, d'Algérie, qui étaient des agriculteurs, des paysans, et qui ont, travaillé la terre, et donc étaient là pour peupler la Nouvelle-Calédonie, pour éviter, alors à l'époque, c'était ouvertement dit, pour éviter une éventuelle indépendance. Bien sûr. Et donc, puisqu'on a amené des gens qui ont pris des terres, et qu'il y avait déjà des gens sur ces terres, il y a donc eu nécessairement des spoliations. Voilà. Alors là, on entre dans un épisode de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui est assez désagréable, parce que, effectivement, pour placer ces colons, qui sont venus de diverses régions françaises, on a arraché des terres qui étaient considérées, à juste titre, comme les leurs par des groupes tribaux kanaks. Quand on connaît l'attachement fusionnel et on pourrait dire presque philosophique des Mélanésiens à leurs terres, cette spoliation a été vécue d'une manière très douloureuse et par les Mélanésiens qui n'ont pas tardé à se révolter. Oui, alors il y a eu des grandes révoltes parce que... En 1878, ça a été la première grande révolte. Oui, avec alors, le fameux chef Ataï, c'est le plus célèbre, mais bon, il y a eu d'autres révoltes. Celle-ci a été la plus puissante. D'ailleurs, Louise Michel en parle, parce qu'elle était assez proche des peuples mélanésiens. Et cette révolte a été très durement réprimée. Et quand Ataï a été arrêté, il a été aussitôt décapité pour l'exemple, et sa tête a été envoyée au musée de l'Homme. Donc ça a été une répression très très dure, oui. Et de cette révolte et d'autres qui ont suivi, est resté quand même un héritage de défiance des populations mélanésiennes vis-à-vis des populations européennes qui s'étaient implantées, installées dans ces terres. Alors, à l'heure actuelle, ces populations d'origine européenne, elles ont formé l'essentiel de ce qu'on appelle aujourd'hui les Caldoches. Les Caldoches, oui. Alors, les Caldoches, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, Éric ? Alors, les Caldoches, oui. Alors, il y a on dit les Caldoches, mais ça regroupe quand même... Bon, là, dans ce terme-là, il y a vraiment, alors, le Caldoche, qu'on pourrait dire caricatural, celui qu'on voit quelquefois à la télévision, mais il y a pas que lui. Je veux dire, il y a aussi des Européens qui ont cherché à faire une alliance avec les Mélanésiens et les autres, d'ailleurs, qui ont essayé de promouvoir une indépendance, une autonomie multiculturelle, multiraciale, multiethnique. Ils ont fondé un parti qui s'appelle l'Union calédonienne, et parmi ces Mélanésiens, il y avait Jean-Marie Tjibaou, bien sûr, bien évidemment. Il y avait des gens comme Roch Pidgeot aussi, Yéwéné. Et puis il y avait aussi des Français, il ne faut pas l'oublier, des gens comme Maurice Lenormand, qui étaient des universitaires, eux aussi, comme Jean-Marie Tjibaou et d'autres, et qui se sont intéressés les uns à la culture française et les autres à la culture mélanésienne. Oui. Donc, il faut rappeler quand même qu'à côté de ces Mélanésiens et ces Européens qui représentent quand même plus de 60%, parce que 70% de la population, comme tu le disais, il y a des gens qui se présentent comme des métis, mais il y a aussi pas mal de Wallisiens, de Futuniens,
de Polynésiens de Polynésie française, c'est-à-dire d'Océaniens qui sont venus, pour des raisons diverses, s'installer en Nouvelle-Calédonie. Oui, pour des études, par exemple. Des Vietnamiens ou de quelques Indonésiens qui sont venus avec des contrats de travail pour travailler. Voilà, alors les Vietnamiens, les Asiatiques, c'était parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre dans les mines de nickel. Ça, c'est une autre partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a fait venir effectivement des Vietnamiens, des Indonésiens, enfin des Asiatiques. Et donc, il y a une forte communauté encore en Nouvelle-Calédonie, oui. Oui, relativement forte, parce que ça représente même pas 1% de la population. Enfin, si on met les Indonésiens et les Vietnamiens, par rapport, effectivement, les Vietnamiens, ça fait même pas 3%. Mais enfin, ils sont là dans le paysage, effectivement. Alors, tu as prononcé le nom de nickel, le mot de nickel, qui est essentiel, parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce territoire qui a même pas 300 000 habitants à l'heure actuelle, 270 000 à peine, qui en avait à peine 150 lorsque nous sommes arrivés tous les deux sur la Nouvelle-Calédonie. Donc la population s'est développée, mais enfin ça reste un territoire extrêmement sous-peuplé. Il faut quand même, la population actuelle vaut à la Nouvelle-Calédonie une densité au kilomètre carré qui est inférieure à 14 habitants au kilomètre carré. Et donc dans certaines parties du territoire, comme il y a un exode rural phénoménal et que beaucoup de gens viennent habiter à Nouméa et à sa périphérie immédiate, qui abrite à l'heure actuelle les 2/3 de la population du territoire, eh bien, dans le nord de la Grande Terre, par exemple, on a des densités qui sont de l'ordre de 4 habitants au kilomètre carré. Oui, donc il y a un espace phénoménal. Mais cet espace phénoménal, il est en partie montagneux et il est exploité. Et il présente un intérêt extraordinaire parce que, à l'heure actuelle encore, la Nouvelle-Calédonie abrite pas très loin du tiers des ressources mondiales en nickel. Et donc, cette petite population, elle est assise sur une fortune minière. Oui, absolument. Et il en résulte que ce territoire pourrait très bien vivre tout seul de ses ressources, même quand le nickel est un petit peu en crise. Il en résulte que la Nouvelle-Calédonie, les habitants de la Nouvelle-Calédonie ont un produit intérieur brut par tête d'habitant qui est largement supérieur au produit intérieur brut de tous les autres pays océaniens, à l'exception, bien entendu, de la Nouvelle-Zélande, et encore, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas supérieur, et de l'Australie. Alors, ces mines de nickel, elles ont été exploitées dans quelles circonstances ? Alors, le nickel, ça a été découvert au XIXe siècle par un géologue qui s'appelait Jules Garnier. Il a trouvé ce minerai vert. Et puis, effectivement, alors, à partir de ce moment-là, l'économie et la physiologie de la Nouvelle-Calédonie a changé. Parce qu'il faut savoir que le nickel, c'est un minerai qu'on extrait à ciel ouvert. Donc on racle comme ça la montagne. Les concentrations sont des concentrations superficielles. Voilà, c'est en surface. Une couche de stérile qui est plus ou moins épaisse, mais enfin qui n'est jamais très très épaisse. Et donc c'est avec de simples engins de travaux publics, enfin au début avec des pioches et des pelles, mais avec des engins de travaux publics qu'on extrait le nickel. Voilà, mais de plus gros engins, mais enfin c'est toujours le même principe, effectivement. Donc on racle la surface, et donc ça fait d'énormes cicatrices. Quand on survole la Grande Terre en avion, on voit pratiquement que ça, sur la montagne. Donc c'est ça aussi. Alors c'est un phénomène qui fait qu'en plus de la colonisation, si tu veux, agricole et humaine, il y a eu la colonisation économique. Et celle-là aussi, eh bien, il y a des gens qui en ont été exclus. Et bien évidemment, là-bas, ceux qui sont à l'écart, c'est la plupart du temps des Mélanésiens, parce qu'ils ont du mal à s'adapter à notre culture, à notre système éducatif. Pendant très longtemps, on leur apprenait nos ancêtres, les Gaulois, par exemple, ce qui ne correspond à rien pour eux. Je veux dire, ils étaient exclus de fait. Et puis bon, ça fait que c'est à cause de ça, parce qu'il y a eu le boom du nickel en 72, c'était 1972. Il y a eu plusieurs notamment booms du nickel, mais le dernier, effectivement, date oui, mais c'est celui qui est le plus près des événements. Voilà. Donc,
Et c'est bien ce qu'explique d'ailleurs Jacqueline Sénès, il suffit de lire des romans comme Terre violente, elle explique toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et c'est là que certains Mélanésiens se sont levés, comme Jean-Marie Tjibaou par exemple, qui étaient donc des traits, des universitaires, qui aimaient la culture française, mais qui se sont sentis abandonnés, quoi, parce que le peuple ne profitait pas de cette richesse. Et donc, c'est tout cela qui a provoqué les événements des années 80, qui se sont terminés par l'assaut de la grotte d'Ouvéa, qui est une aberration 88, d'ailleurs. Oui. Si tu permets, moi je suis un petit peu en désaccord avec toi quand tu dis que les revendications indépendantistes des années 80 et qui se sont prolongées ensuite jusqu'aux accords de Matignon et jusqu'à aujourd'hui, résultent du fait que les Mélanésiens se sentent exclus de l'économie moderne. Pas uniquement. La position de Jean-Marie Tjibaou, c'était une position qui est très claire vis-à-vis de la philosophie de vie des Mélanésiens. Moi, je voudrais te dire, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Jean-Marie Tjibaou en 1984, et je lui ai posé la question suivante au sujet de ce qu'on appelle la coutume, c'est-à-dire tout ce qui tient à la vie traditionnelle des Mélanésiens. Je lui ai posé la question suivante. On parle aujourd'hui beaucoup de coutumes en Nouvelle-Calédonie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par là ? Réponse de Jean-Marie Tjibaou. Dans le contexte actuel, le terme de coutume, qui est général, dépréciatif et ambigu, est surtout repris par commodité, mais toujours pour exprimer la différence. Je rappellerai qu'il a été forgé par les Européens pour désigner globalement ce qui faisait partie du monde mélanésien, Kanak, et ne les concernait pas. À cela, les Kanaks ont répondu en donnant du terme de coutume une autre interprétation. C'est ce qui nous distingue des Blancs, du monde technique, économique et commercial qui est le leur et dont ils nous dénient l'accès. Et ce monde nous est étranger. Dès lors, la coutume devient refuge. D'où ce propos d'un Kanak. Dans la coutume, je suis quelqu'un, en ville, c'est-à-dire en milieu européen évolué, entre guillemets, je ne suis rien. Jean-Marie Tjibaou poursuit ensuite, il s'ensuit qu'il nous est impossible de considérer comme des valeurs ce qui constitue le fondement de vos sociétés, car ces notions sont destructrices pour les nôtres. Force nous est de nous adapter au monde, de considérer l'économie non comme une fin en soi, mais comme une technique. L'accumulation, l'épargne, la capitalisation, l'investissement, l'expansion, la puissance et leurs corollaires, l'efficacité, la rentabilité, nous ne pouvons les utiliser que comme des techniques. Voilà, donc les Mélanésiens ne refusent pas le progrès, mais ils ne font pas de l'accumulation et de l'accumulation du capital et de la promotion matérielle qui marque tous nos genres de vie des fins en soi. Oui, c'est bien. Je maintiens que je dis que c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui ont fait que ces gens se sont soulevés. Il y avait bien sûr aussi le fait que, culturellement, je l'avais déjà dit, ils sont fondamentalement différents. C'est une antithèse. C'est-à-dire que, comme dit Jean-Marie Tjibaou aussi, il dit la culture européenne, on est quelqu'un parce qu'on a quelque chose, c'est-à-dire une situation, une terre, un capital, etc. Nous, on est quelqu'un parce qu'on est on appartient terre, à la terre. On est le prolongement de nos ancêtres. Il disait, les ancêtres soutiennent nos bras et portent notre rêve. Donc, bien sûr, ça c'est le fondement des cultures mélanésiennes. Et donc, ça, bien sûr, aussi, ça fait partie de tous ceux qui a poussé à ce soulèvement. Mais vraiment, c'est en 72 qu'il y a eu ce débordement qui a fait qu'on est arrivé aux événements parce qu'ils étaient doublement exclus, à la fois d'un point de vue colonial, on peut dire, et puis d'un point de vue économique. Alors, tu
nous avons cheminé d'une façon un petit peu erratique. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui constitue l'activité économique de la Nouvelle-Calédonie en dehors de cette économie du nickel qui est absolument prépondérante, qui est marquée par la présence d'une usine de transformation du nickel en ferro-nickel qui se trouve à Nouméa, d'une autre usine qui a été installée plus récemment dans le nord. Quelles sont les activités des Caldoches ? Est-ce qu'il y a eu des activités quand même qui ont été héritées de ces tentatives de colonisation agricole ? Les activités agricoles. L'élevage, par exemple. L'élevage, oui. Donc, l'élevage, oui. On a amené des troupeaux. Donc, il y a en Nouvelle-Calédonie, effectivement, ce qu'on appelle des stockmen. C'est une tradition d'élevage extensif, alors. C'est l'élevage extensif, c'est un petit peu les cow-boys du Pacifique. Hein. Ils ont leur bétail, ils marquent leur bétail. Dont le modèle est pas très loin, et un petit peu à l'ouest, et c'est l'Australie. Et l'Australie aussi, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc, ils sont proches, les grands troupeaux dans les savanes de l'ouest. Les rodéos, occasionnellement, pour que les bergers montrent leur adresse à dompter. Oui, ils sont très forts d'ailleurs. Moi, les bovins. Oui. Au rodéo de Bourail, il y en a qui sont impressionnants. Alors, il y a le rodéo à cheval, bien sûr, comme on connaît. Et puis, il y a le rodéo carrément sur des bovins. Alors, ça, c'est beaucoup plus dur. Hein. Oui. Tout à fait spectaculaire, à l'image de ce qu'on voit dans tous les films concernant les rodéos, qu'on voit couramment aussi en Australie ou dans l'ouest des États-Unis. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant un petit peu de Nouméa et de l'ambiance de Nouméa ? Alors Nouméa, oui, c'est vraiment un cas particulier parce que c'est vraiment différent de toutes les autres parties de la Nouvelle-Calédonie. D'abord, alors là par contre, c'est très peuplé, il y a beaucoup de monde. Et puis, alors il y a ce qu'il n'y avait pas. Moi, quand j'y étais, il y a vraiment deux parties. Il y a la ville, et puis autour, il y a une couronne de bidonvilles, enfin de pauvres gens, quoi. Ça n'existait pas. Ça existait déjà à Tahiti. Et là, on voit bien ceux qui sont exclus, justement. Donc, il y a aussi du travail. Donc, beaucoup de gens viennent parce qu'ils cherchent du travail. Ça n'en trouve pas, d'ailleurs. Certains reviennent en tribu. C'est assez fréquent. Dans le secteur des services, essentiellement. Voilà, donc... Parce que l'activité de la Nouvelle-Calédonie, la décomposition du produit intérieur brut, c'est pas difficile. Hein. Agriculture, 1,20%. Industrie, 24%. Plus de 24%. Ce qui est déjà fort pour un pays. Hein. Oui. Et c'est essentiellement de l'industrie minière, bien entendu. Et enfin, les services, c'est-à-dire tout le secteur tertiaire, qui motive l'arrivée vers Nouméa de gens qui viennent y chercher des emplois, que ce soit des emplois de domestiques ou des emplois de gratte-papier. Les services, 70% de la population active. 70% de la population active. Donc voilà le profil de cette population, des activités de la population de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel on trouve quand même, à l'heure actuelle, entre 17 et 20% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui, tout à fait. Là, on voit, comme chez nous, quoi, ceux qui sont largement bénéficiaires, et puis ceux qui sont, il faut le dire, exclus. Et certains retournent, je le disais, en tribu. Alors effectivement, quand ils retournent en tribu, c'est vrai qu'ils redeviennent quelqu'un, ils sont acceptés par la tribu. Par contre, à l'inverse, s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils partagent, c'est collectiviste. Ils sont pressurés, oui. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cet idéal de vie des Mélanésiens, qui était évoqué par Jean-Marie Tchibaou dans les années 80, quelques années avant sa mort, et puis le fait il faille maintenant gagner sa vie, et puis que les gens se précipitent pour habiter à côté de Nouméa, même dans des cases misérables en tôle. La population des îles Loyauté, à l'heure actuelle, c'est moins de 18 000 habitants. Et donc les gens s'en vont sans arrêt, pour habiter sur la Grande Terre, et de préférence à proximité de Nouméa.
Oui, alors ça fait partie des paradoxes, comme tu le disais, ils ont construit une usine dans le Nord. Eh bien, cette usine, elle a été, le Nord et les îles sont des provinces qui sont largement autonomes et qui ont des élus mélanésiens, et ces élus ont voté pour une usine qui, effectivement, déverse dans le lagon des résidus assez horribles, hein, et qui aussi abîment leurs terres. Donc, voilà, c'est des paradoxes entre l'économie, voilà, tu viens d'évoquer un autre des paradoxes nombreux de ce territoire, c'est les résultats de cette exploitation minière dont vit une partie de la population et qui s'avère être un véritable désastre pour le milieu naturel. Pour les milieux naturels, puisque, comme tu l'as dit, le magnifique lagon de la Nouvelle-Calédonie pâtit énormément des rejets de stériles directs depuis les mines dans la mer. Voilà donc un petit peu les problèmes auxquels est confrontée la Nouvelle-Calédonie. Il y a une chose dont on n'a pas parlé quand même, Jean-François, qui se développe là aujourd'hui, c'est le tourisme. Voilà, les gros bateaux de croisière à Nouméa, mais aussi à l'île des Pins ou aux Loyautés. Alors ça, c'est bon. Alors ils essayent de limiter, mais il faudrait pas aussi que ça, parce qu'alors ça fait du dégât ces bateaux-là. Oui, mais enfin le tourisme en particulier en provenance d'Australie, en provenance des pays riches de l'Asie orientale, et au premier rang desquels le Japon, ça ne représente guère qu'à l'heure actuelle qu'un peu plus de 1% du PIB. Oui, pour l'instant. Mais ça se développe. Bien sûr, ça permet de multiplier des emplois de services, mais l'apport effectif à l'économie du pays est relativement modeste, étant donné l'éloignement de ce territoire, d'une part, des bassins de clientèle, et puis le fait que les infrastructures n'ont pas forcément suivi. Oui. Ils commencent à construire aussi. On appelait à l'époque où moi j'étais là-bas, l'hôtellerie de Brousse, c'était quelquefois quand même un petit peu précaire. Hein. Ah oui. Non, apparemment, ils commencent à construire là des hôtels plus importants. Mais il y a toujours, bon, j'espère que ça restera, les charmants japonais qui viennent se marier sur la plage à l'île des Pins, par exemple. C'est inclus dans le forfait. Ça fait partie du folklore, voilà, bien sûr. Alors les Japonais aiment beaucoup, les agences de tourisme japonaises présentent la Nouvelle-Calédonie comme l'île la plus proche du paradis. Ça peut être un argument de vente, effectivement. Voilà. Et, en tout cas, ce pays paradoxal vient de se prononcer par le référendum du 4 novembre 2018, et 56,67% de la population se sont prononcés en faveur du maintien de ce territoire dans la République française. La suite, pourrait-on dire? Alors la suite, la suite va s'écrire, hein, on va voir, mais voilà, c'est... Deux autres référendums, et puis de toute façon, forcément, la géopolitique n'aimant pas le vide, et il est clair que si c'est pas la France, l'Australie n'est pas loin, la Chine non plus. Donc peut-être c'est aussi au milieu de tout cela d'être partie de la République française, c'est peut-être une forme d'indépendance. C'est vrai que ce territoire, malgré son importance dans le paysage insulaire du Pacifique Sud, est un nain qui pourrait être extrêmement convoité par de multiples intérêts. Et donc, il faudra que les habitants de Nouvelle-Calédonie réfléchissent bien avant de prendre un parti définitif. Ah oui, par exemple, une très grande zone maritime. Mais bon, on n'a pas évoqué cette zone maritime économique qui représente quand même 1,5 presque 1,5 million km². C'est quelque chose considérable et qui n'a pas encore été entièrement exploré. Mais
sur laquelle on s'est bercé un petit peu d'illusions, beaucoup, mais qui n'a peut-être pas encore dévoilé toutes ses ressources. Merci beaucoup, Éric, de cette évocation. Mais merci à toi, Jean-François. Et puis, voilà, de ce territoire. Replonger dans ces souvenirs. Nous avons laissé tant de bons souvenirs. Lorsque le cœur plein d'espérance, jeune néo-calédonien, s'étant engagé pour la France, de s'envoler se battre au loin. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.